Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Désolé, Madame El Hassan-Bouchen, qui aurait dû modérer ce panel, a des problèmes d'accessibilité. Elle ne pourra pas rejoindre la plateforme. Donc, Madame Elham Yousefian. Donc, j'ai accepté d'être le modérateur de ce panel. Désolé par rapport à tous les panélistes, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Merci pour votre compréhension. Bienvenue à tous à ce panel. Il s'agit du troisième panel sur la protection et nous allons maintenant, je vais ouvrir donc le document. Donc, dans ce panel, nous allons vous présenter les événements qui ont été organisés cette année dans le cadre du PMR par rapport à la protection. Nous allons donc évaluer ce qui a été fait pour renforcer les capacités en matière de protection dans le cadre du PMR. Nos quatre orateurs vont nous parler de genre, de la violence basée sur le genre et de ce qui a été réalisé en matière de demande d'asile ainsi que les derniers développements en matière d'apatridie. Mais avant d'ouvrir cette discussion, j'aimerais me présenter. Désolé. Ça a été un début un peu difficile, Ricardo Placadero, et je travaille en tant que responsable de la protection, notamment par rapport à l'inclusion au département de la protection internationale. Et je remplace donc notre collègue, Madame Elham Yousefian. Avant d'ouvrir cette discussion, nous aimerions entendre tous les participants pour qu'ils partagent avec nous leur réaction à une question. Je vois que nos collègues ont déjà ouvert la question en 1 à 3 mots. Nous aimerions que tous les participants nous disent ce qui est nécessaire en matière de programme de protection pour promouvoir l'autonomie. Donc, vous pouvez, si vous allez dans le chat, vous allez trouver l'adresse, donc www.menti.com avec un code qui est dans le chat 4326 0634. Donc, comme je l'ai dit, ce code est dans le chat. Donc, allez sur ce site et partagez avec nous les 3 mots qui, à votre avis, sont nécessaires pour que les programmes de protection soutiennent l'autonomie. Maintenant, j'aimerais vous présenter les orateurs. Nous avons Madame Abadjok qui est membre de l'équipe d'audit sur le genre, Monsieur Julien Boucher, qui est directeur général de l'Office français de protection des réfugiés apatrides et des réfugiés apatrides. Donc, ensuite, nous aurons une intervention vidéo de Dr Najat Maslah, représentant spécial du secrétaire général sur la violence contre les enfants pour les Nations Unies. Et enfin, le dernier panéliste, nous aurons la docteure Michelle Foster, professeure et directrice du Peter MacCollum Centre sur l'apatridie à Melbourne Law School. Donc, bienvenue à Madame Abadjok. J'aimerais vous poser une première question. Compte tenu de votre travail sur l'audit en matière de genre, est-ce que pensez-vous que le pacte mondial sur les réfugiés soit une bonne chose? Pensez-vous que le pacte
donc l'application de l'approche genre, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes et les survivants ou ceux qui sont exposés à la violence liée au genre. Merci, je vous donne la parole. Merci pour votre question. Je pense que nous avons fait un certain nombre de progrès, mais je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons parlé de l'importance de la participation des femmes et des jeunes filles dans les décisions prises, mais jusque-là, nous n'avons pas réalisé grand-chose. Quand on regarde le FMR, on se rend compte qu'il y a peu de progrès qui ont été faits entre ce qui concerne les enfants, les jeunes et notamment les femmes et la violence faite aux femmes. Deuxièmement, et ensuite également les communautés LGBT. 70% des engagements ne mentionnent pas les questions de genre, de handicap, etc. 88% ne mentionnent pas les enfants du tout. Et en fait, très peu font référence à la violence basée sur le genre. Donc, nous n'avons pas d'informations non plus relatives aux enfants. Donc, un projet sur 5, on parle de l'éducation, les capacités de protection et très peu, donc un sur 5, voire un sur 10 ne mentionne les différences entre les genres, notamment dans les progrès concernant les apatrides. Donc, la réalité, c'est que les réfugiés ne sont pas un groupe global. Nous avons beaucoup d'identités différentes. Donc, nous devons regarder quels sont les éléments pratiques, quelles sont les actions qui peuvent être envisagées aujourd'hui pour pouvoir avancer vers une meilleure société pour les réfugiés, vers l'autonomie, mais aussi les différents groupes au sein des réfugiés, comment on peut mieux les accompagner pour pouvoir répondre à leurs besoins. Voilà. Par exemple, pendant la crise, très souvent les personnes déplacées recherchent des opportunités et comme vous le voyez pendant cette pandémie, beaucoup de réfugiés, beaucoup d'initiatives ont été organisées par des réfugiés et les femmes ont été les premières à mettre en place un certain nombre de programmes au niveau des camps de personnes déplacées en 2020-2021. Ce sont des organisations gérées par les femmes qui déterminent quelles sont les questions, les problèmes et comment résoudre les problèmes au sein des communautés. Grâce à la diaspora, grâce aux médias sociaux, grâce à leurs capacités, et cela leur a permis de répondre aux besoins de leur communauté. Donc, un certain nombre de progrès ont été réalisés depuis 2019, ce qui est très bien. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour avancer, pour faire mieux. Et nous pouvons faire cela ensemble. Donc, il y a un certain nombre de sujets et je demande au gouvernement et aux délégués des ONG à cette réunion de s'assurer que nous incluons les questions relatives au genre dans tous les engagements, mais aussi dans tous les programmes de soutien aux réfugiés et que l'on donne aux réfugiés la possibilité de participer, notamment les personnes handicapées, les personnes qui sont identifiées comme LGBT. Il y a des ressources pour vous accompagner, pour avoir une approche à votre travail, une approche différente. Le 8 décembre, nous avons un événement où nous lancerons un programme avec des exemples pratiques sur la manière dont nous pouvons mettre à jour un certain nombre de programmes. Merci, Ricardo. Merci, Dr. Apojok. Est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Quelles sont les plus grosses lacunes
qui doivent être comblés pour pouvoir avancer vers les objectifs du PMR, notamment en ce qui concerne ceux qui ont besoin de protection renforcée. Comment améliorer, est-ce qu'on peut améliorer la collecte et l'analyse des données et pour apporter justement pour apporter aux réfugiés qui sont dans des situations différentes les meilleurs appuis possibles. Alors, je demanderai à tous les acteurs d'adopter les cadres de politique, c'est-à-dire mettre en œuvre une approche ciblée avec l'égalité des genres. C'est important de collecter des données ségrégées parce qu'autrement, si les données ne sont pas désagrégées, nous n'arrivons pas à toucher les personnes qui ont besoin d'aide, notamment dans les différents âges, les différents groupes d'âge, mais aussi les communautés déplacées. Comment les accompagner d'une manière aussi efficace possible? Si nous ne comptons pas combien de femmes, par exemple, sont victimes de violences, les chiffres restent cachés, donc nous ne pouvons pas adopter un service ou une approche ciblée si on ne compte pas combien de garçons et de filles handicapés existent dans une communauté donnée, dans un camp, etc. Comment est-ce que nous savons, nous connaissons la situation pour leur apporter un véritable soutien, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et comment atteindre des objectifs si nous n'avons pas de chiffres. Donc, nous devons vraiment avoir des données désagrégées. Si nous ou nos partenaires, si nous pouvons contribuer à cela et ça nous permettra d'être plus efficace par rapport aux jeunes filles. Malheureusement, en 2020 et 2019, nous avons constaté une augmentation de la violence, mais aujourd'hui, les catastrophes naturelles plus le Covid nous ont obligés à mettre un terme à un certain nombre d'actions que nous avions engagées. Donc, nous avons de plus en plus de cas de violence, qu'ils soient ou non couverts par les médias. Donc, nous avons besoin de programmes et de fonds pour lutter contre la violence faite aux femmes. Donc, il faut avoir des plans de financement sur plusieurs années et avec un système de reporting. Nous avons besoin de directives mondiales qui déclarent officiellement que cette protection est non négociable, notamment en ce qui concerne le PMR. Nous devons nous assurer que nous assurons donc l'égalité entre les garçons et les filles. Lorsque l'on parle de la protection des personnes déplacées et des populations qui sont rapatriées, nous devons inclure les voix des femmes et des jeunes filles réfugiées pour qu'elles participent aux discussions, pas seulement au niveau de la consultation, mais aussi pour la mise en œuvre, pour l'évaluation. Il est important pour leur apporter un véritable soutien, notamment aux femmes, aux organisations gérées par des femmes, aux entités qui incluent des femmes réfugiées et d'une manière qui fonctionne à tous les niveaux, au niveau local. Et ensuite, grâce au processus des du PMR, l'UNHCR doit apporter plus de soutien à toutes les organisations de femmes pour informer la communauté internationale. En tant que membre du groupe Audit sur le genre, j'ai vu l'impact de notre présence, notamment au niveau des réunions à haut niveau.
Aujourd'hui, nous avons une véritable volonté politique pour faire avancer cette question des femmes et des jeunes filles. Et nous avons également des progrès au niveau du terrain, mais l'étape suivante, c'est d'assurer un suivi avec des actions, des projets et la mise en œuvre et le soutien et le financement de ces projets. Et pour cela, il faut faire partie de ces solutions. Merci, Madame Apojok. Nous aimerions entendre maintenant Monsieur Julien Boucher, directeur général du Bureau français pour la protection Office des réfugiés et des apatrides. Monsieur Boucher, il y a eu un événement au mois d'octobre sur les capacités en matière d'accueil des réfugiés. Est-ce que vous pourriez partager avec nous les principaux points? Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à ce panel et permettez-moi de saluer l'ensemble des participants. Vous l'avez rappelé, le développement des capacités d'asile, c'est un objectif important du pacte mondial sur les réfugiés et l'instrument qui a été mis en place pour concrétiser cette ambition, c'est ce groupe de soutien sur les capacités d'asile qui a été lancé lors du Forum mondial. Et nous avons en effet, au mois d'octobre dernier, fait un point de situation sur la mise en œuvre de ce mécanisme, et c'est de ce point de situation que je voudrais aujourd'hui vous dire très rapidement quelques mots. Je crois que le premier enseignement de ce point de situation, c'est que on a eu une confirmation de l'intérêt de ce mécanisme qui vise, je vous le rappelle, à mettre en relation les offres et les demandes d'appui aux capacités d'asile. Cet intérêt a été confirmé à la fois par les participants représentants des États, mais aussi par les autres parties prenantes qui ont souligné que ce dispositif, dans son principe, était pertinent. Donc, je crois que c'est déjà une première chose de se dire que c'est quelque chose qui peut nous faire avancer dans la bonne direction. La deuxième chose, c'est que nous avons déjà un certain nombre d'expériences concrètes qui ont été mises en œuvre. D'une part, le portail qui a été créé pour rassembler les bonnes pratiques a été nourri par un nombre substantiel de contributions. Et puis d'autre part, nous avons un certain nombre de partenariats qui ont été mis en place dans la foulée du Forum mondial sur les réfugiés, par exemple entre le Canada et le Mexique, entre la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Et j'ai eu moi-même l'occasion, lors de ce point de situation, de présenter le travail qui a été effectué entre la France et le Niger pour apporter au Niger un appui sur différents points, par exemple la rédaction des décisions en matière d'asile, l'archivage des documents par les autorités de détermination, ou encore un appui sur la réforme de la législation en matière d'asile. Donc il y a déjà des expériences concrètes qui sont en cours et dont les acteurs ont donné une image positive en ce qui concerne les résultats. Le troisième point que je voudrais peut-être souligner, qui ressort de ces échanges, c'est que ces coopérations qui se sont mises en place, elles ne sortent pas de nulle part. Généralement, elles prennent appui sur des relations antérieures. Et je crois que c'est un enseignement important, c'est que ce mécanisme de soutien aux capacités d'asile, il est aussi utile pour catalyser des coopérations déjà existantes, les faire se développer et qu'on est d'autant plus efficace que l'on s'appuie sur une coopération antérieure. Alors enfin, je terminerai là-dessus. Évidemment, la réunion a montré qu'il y avait encore beaucoup à faire.
pour concrétiser toute l'ambition du pacte. Alors, il est vrai que certains projets de coopération ont été retardés par le contexte de la crise sanitaire qui n'a pas facilité les choses. Mais il y a un grand nombre de demandes d'appui qui demeurent insatisfaites à ce jour et on doit sans doute se donner comme objectif collectif d'y apporter une réponse plus complète. Thank you, Mr. Boucher. Just giving some time for the interpretation. Merci, Monsieur Boucher. Merci pour l'interprétation. J'aimerais également poser une deuxième question. En avançant, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure utilisation de ce mécanisme de soutien, donc d'appui, de soutien aux capacités en matière d'asile? Alors, il y a sans doute différentes directions dans lesquelles on peut travailler. Certaines ont été évoquées lors de la réunion du mois d'octobre. Très brièvement, il y a trois axes de progrès qui semblent pouvoir être privilégiés. Bon, le premier, bien évidemment, c'est le développement dans le cadre du mécanisme de soutien aux capacités d'asile des offres de soutien pour, comme je le disais, répondre plus largement aux demandes qui se sont exprimées. Et je voudrais souligner que sur les offres, il faut être sans doute assez pragmatique, ne pas se donner d'ambition démesurée, mais identifier des domaines de coopération concrets sur lesquels on peut avancer, même si ce sont de petits pas. Mais pour donner à nouveau l'exemple de la France et du Niger, nous avons identifié quelques domaines d'action sur lesquels il y avait un besoin exprimé par nos partenaires nigériens et nous avons cherché à répondre à ce besoin de manière très, très concrète. La deuxième chose, c'est qu'il faut sans doute rechercher à une bonne articulation avec d'autres coopérations, d'autres mécanismes de soutien aux capacités d'asile qui existent. Il ne faut pas que ce mécanisme issu du Forum mondial, il vienne doublonner des choses qui existent. Il faut au contraire additionner et de manière à avoir le meilleur résultat possible. Un bon exemple là aussi, si vous me permettez à nouveau d'utiliser l'exemple de la coopération avec le Niger, eh bien, les engagements pris par la France dans le cadre du Forum mondial eh bien, viennent en complément de l'action que le Bureau européen d'appui en matière d'asile, EASO, a initiée avec le Niger. Et je crois que c'est un bon exemple d'action complémentaire qu'il faut favoriser. Enfin, un troisième axe pourrait être sans doute l'élargissement des acteurs qui participent à ce soutien aux capacités d'asile. Il y a déjà au niveau des acteurs étatiques un grand nombre d'organismes généralement qui sont impliqués et il faut qu'ils puissent se mobiliser chacun dans leur domaine de compétences, mais il y a aussi les acteurs non étatiques et la réunion du mois d'octobre a montré qu'il y avait un véritable intérêt de ceux-ci pour participer à ce mécanisme d'appui aux capacités d'asile et qu'il serait sans doute pertinent de trouver un moyen de leur faire une place dans ce dispositif. Voilà très, très brièvement ce que je pouvais dire sur cette réunion du mois d'octobre. Thank you, Mr. Boucher, for sharing. Merci, Monsieur Boucher, d'avoir partagé avec nous l'importance de consolider donc les différents mécanismes qui existent en matière de capacité. Merci une fois encore et je vois que nous avons de plus en plus de réponses. Merci d'avoir partagé avec nous vos réponses à cette question. Je vois que nous parlons de droits humains, de financement, d'engagement, etc. On voit que le Forum mondial des réfugiés parle d'engagement et c'est l'opportunité d'entendre comment on peut améliorer ses propres engagements ces 2 prochaines années.
Donc maintenant, nous allons entendre Dr Najat, qui est la représentante spéciale du secrétaire général sur la violence contre les enfants des Nations Unies, sur les recommandations qui ont été adoptées par les participants lors de l'événement en janvier, qui se concentrait sur les enfants et le pacte mondial sur les réfugiés. Donc, 1 an après le Forum mondial sur les réfugiés. Maintenant, que se passe-t-il? C'était donc le titre du forum, de l'événement, et donc la représentante spéciale va partager quelles ont été les recommandations principales que l'on devrait garder en tête à la suite de cet événement et quelles actions supplémentaires devraient être adoptées pour l'avenir pour s'assurer que les enfants des réfugiés soient protégés et que leurs droits soient respectés. Voici la vidéo. Chers participants, collègues et amis, je remercie l'UNHCR de m'avoir invité à cette table ronde pour informer donc la réunion de haut niveau des officiels et l'examen à mi-parcours du pacte mondial sur les réfugiés. Comme vous le savez, lors du premier FMR, nous avons pris l'engagement de faire un plaidoyer, de se mobiliser, de travailler étroitement avec tous les acteurs clés à tous les niveaux pour s'assurer que les enfants des réfugiés sont protégés et que leurs droits soient respectés. Donc, je vais vous partager 3 réflexions importantes. 2 ans, tout d'abord, après le premier Forum mondial sur les réfugiés 2019, le monde a changé de manière exponentielle. Près de 2 ans après le début de la pandémie, nous savons que l'impact sur les enfants était bien pire que ce qui avait été prévu. Plus d'enfants que jamais vivent en dehors de leur pays d'origine, fuyant les conflits, la violence, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Les restrictions de voyage et de mouvement liées à la COVID-19 n'ont pas empêché le fait que les enfants entreprennent des voyages parfois périlleux et même parfois mortels. La pandémie a augmenté le risque pour les enfants réfugiés de subir la violence à la maison, dans les camps, dans la communauté, lors de leur voyage et en ligne. La pandémie a exacerbé les inégalités sociales, poussant de nombreux réfugiés dans une situation de pauvreté extrême, augmentant les risques d'exploitation sexuelle des enfants, de mariage des enfants, de travail des enfants, de trafic des enfants, de recrutement des enfants dans des groupes terroristes armés ou criminels. La pandémie a également affecté le bien-être mental des enfants réfugiés. De manière alarmante, certains des rapports sur le terrain de l'UNHCR montrent des tentatives de suicide qui ont augmenté à la suite de la pandémie. La pandémie a créé des défis spécifiques pour l'accès à des services essentiels dans les contextes humanitaires et de conflits. De la même manière, les conflits armés ont été un obstacle pour répondre de manière efficace à la COVID-19 en plaçant les enfants de réfugiés et les familles dans des situations encore plus précaires. Malgré de nombreuses actions prises pour s'assurer que le droit des enfants des réfugiés soit assuré, de nombreux défis restent. De nombreux enfants réfugiés sont privés de liberté ou séparés de leur famille, sont apatrides, ou bien vivent dans des institutions avec trop de monde, avec des accès limités aux services de base. Ils sont déportés vers des pays où ils peuvent faire face à un réel risque de violence. Deuxièmement, nous devons en faire plus et plus rapidement pour s'assurer que les enfants des réfugiés sont protégés et que leurs droits sont respectés. Nous devons saisir cette opportunité de l'examen à mi-parcours du pacte sur les réfugiés pour intensifier les interventions soulignées dans le rapport de l'UNHCR, la route vers 2023. Nous devons en apprendre des leçons de la pandémie et des crises humanitaires et nous devons regarder au-delà de la COVID-19, être prêts pour d'autres crises causées par les conflits, les catastrophes naturelles et d'autres maladies. Nous devons passer donc d'approches compartimentalisées et non durables vers une approche du bas vers le haut, complète, en liant le développement, la paix et les dimensions humanitaires. Nous devons investir dans des systèmes qui renforcent les systèmes donc nationaux et locaux qui sont accessibles aux enfants de réfugiés, y compris la protection, l'éducation, un apprentissage numérique, la santé mentale, la justice. Des procédures qui sont adaptées aux enfants et des enregistrements au niveau des naissances, ainsi qu'un soutien parental et
durable pour la protection sociale pour les familles des réfugiés et les communautés. Il faut donc une mobilisation large et avec tous les acteurs et des partenariats à travers une stratégie jointe de plaidoyer et coordonnée entre les États membres au niveau national, régional et mondial. Troisièmement, les enfants font partie de la solution. Les enfants, qui comprennent les enfants des réfugiés, font déjà partie et prennent un rôle actif dans la réponse aux défis auxquels ils font face. En utilisant la technologie digitale, les enfants autour du monde font entendre leur voix, dirigent des initiatives, font de la sensibilisation, se soutiennent les uns les autres, aident leurs pairs pour rapporter la violence en fournissant des lignes directrices et un soutien psychosocial, en s'entraînant, en se formant même les uns les autres, en documentant et en partageant leurs expériences. Nous devons être des agents de changement. Cela signifie fournir des manières adaptées pour que les enfants reçoivent l'information, pour qu'ils puissent s'exprimer librement, participer dans les processus de décision, tout en soutenant leurs initiatives de protection pair à pair et leur engagement civique. Chers participants, 2 ans depuis le Forum mondial des réfugiés et à moins de 8 ans de 2030, il nous reste donc 8 ans pour atteindre l'agenda 2030. L'examen à mi-parcours du pacte est un point crucial pour nous assurer que les enfants des réfugiés ne sont pas laissés derrière. Le statut des enfants doit prévaloir sur le statut de réfugié. Nous devons garder en tête que les enfants en déplacement sont tout d'abord des enfants et que leurs droits se déplacent avec eux. Merci beaucoup. Merci. C'est un message très fort. Pour moi, en tout cas, l'importance de garder en tête qu'il faut mettre les droits des enfants au centre des préoccupations. C'est une opportunité de réfléchir à des actions concrètes en suivant les recommandations partagées par la représentante spéciale. Je voudrais maintenant présenter Madame Michelle Foster, qui est professeure et directrice première au centre Peter McCullin sur l'apatridie à l'école de droit de Melbourne. Je voudrais tout d'abord vous poser une première question sur l'événement d'inventaire sur l'apatridie qui a eu lieu le 4 novembre. Qu'est-ce qui est ressorti de cet événement concernant le progrès à ce jour sur les engagements pris pour remédier à l'apatridie et ce qui doit être fait? Merci beaucoup, Ricardo, de me donner la chance de parler aujourd'hui sur cette problématique importante de l'apatridie. Pour moi, l'apatridie n'a pas reçu suffisamment d'attention. Pourtant, une action concertée et des avancées significatives ont été faites depuis que l'UNHCR a eu le mandat de gérer les personnes apatrides depuis les années 90, en particulier depuis la campagne I Belong pour éradiquer l'apatridie en 2024. Donc, l'événement du 4 novembre a présenté une opportunité pour réfléchir sur les progrès significatifs et la détermination de nombreux États de prendre des étapes nécessaires et concrètes pour réduire et éradiquer l'apatridie. 299 participants de 96 pays ont participé à cet événement avec une grande partie d'Afrique subafricaine suivie par l'Europe et l'Asie. Il y avait des participants, de représentants donc des gouvernements affiliés aux agences des Nations Unies et d'autres organisations internationales de la société civile. Des représentants de la Côte d'Ivoire, du Turkménistan, d'Uruguay, d'Albanie, des États-Unis ont parlé de leur progrès dans la mise en œuvre de réformes liées aux engagements pris lors du segment à haut niveau 2019 sur l'apatridie. Des représentants de la Bulgarie, du Chili, du Costa Rica, du Kyrgyzstan, de la Namibie, du Rwanda, de la Thaïlande et de la République islamique d'Iran ont souligné leurs progrès et leurs plans futurs pour mettre en œuvre les réformes. Parmi les 360 engagements pris au segment à haut niveau 2019, certains domaines critiques ont été couverts, comme par exemple l'introduction de procédures de détermination de l'apatridie, une meilleure identification de qui est apatride, l'amélioration de l'enregistrement des naissances, fournissant un statut juridique aux migrants apatrides et des efforts pour
faire face aux problèmes existants de discrimination de genre. Ce sont des engagements qui sont spécifiques, concrets et qu'il est possible de mettre en œuvre. La réussite de ces engagements est à la portée des États et pourrait être une contribution importante à la réduction de l'apatridie. Pourtant, même si beaucoup de ces engagements ont été présentés le 4 novembre, cela n'a pas été à la hauteur du problème. 85% des engagements n'ont pas été mis en œuvre. Aujourd'hui, il faudrait plus de 11 ans pour mettre en œuvre les engagements existants, ce qui est bien trop long. Nous avons également besoin que plus d'États rejoignent la cause. Plus de 360 engagements ont été pris en 2019 et 252 ont été pris par 66 États. De plus, les engagements ne couvrent pas de manière holistique tous les problèmes, tous les manquements. Il y a bien plus de travail à réaliser. Il est vital que nous essayions d'écouter et d'inclure ceux qui sont affectés par l'apatridie de manière urgente pour réduire et éliminer l'apatridie. Les personnes apatrides ont de la résilience, de la détermination et de la persévérance dans leur vie quotidienne. De plus, les personnes apatrides forment maintenant des organisations représentantes et des groupes pour faire un plaidoyer pour le changement. Lors du 4 novembre, nous avons entendu des interventions de Madame Shafira Shakira et Madame Karina Abartsuman-Klo qui ont été affectées personnellement par l'apatridie, mais qui se sont trouvées au front dans le fait d'établir des réseaux et des organisations dans leurs pays respectifs. Elles ont toutes les deux souligné l'importance d'inclure les personnes apatrides car elles sont expertes à travers leurs expériences vécues sur ce problème. Le message de ce 4 novembre peut être résumé comme étant un message d'urgence, d'un appel à accélérer l'action et un engagement d'écouter la voix de ceux qui ont vécu ces expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Foster. J'ai une deuxième question, ce qui concerne le pacte mondial sur les réfugiés. Comment pensez-vous que ce pacte mondial sur les réfugiés et comment ces quelques années à venir avant le Forum mondial sur les réfugiés peuvent-elles être utilisées pour continuer à progresser pour atteindre l'objectif de la campagne I Belong pour en terminer avec l'apatridie? Merci, Ricardo. Je voudrais donc rapidement souligner 4 domaines où l'on peut progresser. Tout d'abord, ratifier les traités principaux. Nous avons fait des progrès significatifs dans le fait d'augmenter la ratification des traités sur l'apatridie. Par exemple, environ 40 États ont ratifié la Convention de 1961 depuis 2010, ce qui est assez extraordinaire. Mais nous sommes maintenant à plus de la moitié de la campagne de I Belong et il y a encore 96 États qui font partie de la Convention de 54 et seulement 77 qui font partie de la Convention de 1961. Moins de la moitié des États mondialement ont ratifié chacun de ces instruments. Et cela est particulièrement problématique parce que l'article 1 de la Convention de 1961 est tout à fait pivot dans la réduction et l'élimination de l'apatridie. Si c'était tout à fait conforme, cela pourrait éliminer Nous devons attirer plus de personnes pour cette ratification dans le traité et à travers la mise en œuvre. Les États qui ont déjà pris des engagements doivent respecter leurs engagements et ceux qui ne l'ont pas fait doivent le faire lors du prochain forum. Deuxièmement, la discrimination en tant que cause contre l'apatridie. 25 États ne permettent pas aux femmes d'avoir la nationalité de leurs enfants de manière égalitaire et plus de 60 États ont des lois sur la nationalité qui discriminent les hommes, les femmes par rapport à leurs acquisitions et leur rétention au changement de nationalité. Seulement 6 États ont pris des engagements en relation à l'égalité des genres. Cela est encore plus frappant de voir qu'environ 3/4 des populations les plus connues au monde pour l'apatridie appartiennent donc à des groupes minoritaires ethniques, raciales, religieux et linguistiques, ce qui indique qu'il y a de la discrimination et que cela est très fort au niveau de l'apatridie. Cependant,
Depuis le lancement de la campagne Babylon, aucun État n'a changé sa loi pour enlever les dispositions qui permettent le déni, la perte ou le fait de priver des personnes de leur nationalité de façon raciale. De plus, il y a des situations qui en sont des conséquences, comme on le voit par exemple au niveau du registre national de la vérification à Assam en Inde. Tandis que les États gardent de manière compréhensible leur discrétion par rapport au fait de déterminer le fait d'être membre ou non d'une entité politique ou la souveraineté, il faut vraiment aujourd'hui prendre un engagement sérieux pour éradiquer la discrimination raciale et ethnique dans les lois nationales. Il faut donc que cela soit d'une priorité extrême lors du prochain Forum mondial. Troisièmement, l'apatridie et le fait d'être réfugié. Alors que la plupart des personnes constituent à être in situ, il y a de nombreuses personnes qui sont en mouvement. L'apatridie est reconnue comme une cause de déplacement forcé. Cela est par exemple le cas pour les Rohingyas. Il faut intégrer donc cette approche à l'apatridie dans le contexte migratoire. Cela est nécessaire pour que les États mettent en œuvre l'identification, le screening et les procédures de détermination pour reconnaître les personnes apatrides, garantir leurs droits et leur permettre d'avoir accès plus facilement à la naturalisation en lien avec la Convention de 1954. Mais actuellement, la grande majorité des États n'ont pas de telles procédures, ce qui est critique pour prévenir la détention arbitraire des personnes apatrides pendant les processus d'immigration. Ce sont des choses qui devraient être discutées lors du prochain forum. Et enfin, il faut élargir la base. Il est reconnu de plus en plus que l'apatridie ne peut pas être adressée par une seule entité ou une seule agence, que ce soit au niveau national, régional ou international. Au niveau international, l'apatridie nécessite que ce soit élevé, que ce soit reconnu comme un travail des Nations Unies. Par exemple, au niveau normatif, nous devons apporter plus d'attention aux entités des traités sur les droits humains. Cela pourrait prendre par exemple la forme d'un commentaire général qui adresserait les causes et les conséquences de l'apatridie. Donc pour conclure, alors que les nombres sont difficiles à prendre en compte, nous savons qu'il y a des millions de personnes qui sont apatrides aujourd'hui, que le problème augmente et qu'il y a des enfants dans le monde entier qui sont nés dans l'apatridie, même au moment même où nous parlons. Les conséquences de l'apatridie peuvent être dévastatrices et mener à une vie d'exclusion, de discrimination, ce qui est l'antithèse de l'aspiration des ODD à ne laisser personne derrière. Pourtant, les États ont le pouvoir d'éliminer l'apatridie. Nous devons créer ce sens d'urgence dans notre travail et s'assurer que le pacte mondial et le forum mondial sont vraiment orientés dans ce sens. L'histoire nous apprend que l'apatridie ne disparaîtra pas sans une action concertée et déterminée de notre part. Merci beaucoup. Il est très intéressant de voir comment vous avez parlé de ce qu'a dit également Madame Najat Malla par rapport à l'impact donc de l'âge, de la diversité et du genre, l'impact sur les enfants, la diversité, etc. Donc vraiment, c'est très intéressant de voir toute cette diversité dans le panel, le fait de travailler en parallèle sur différentes problématiques. Je voudrais maintenant retourner vers le sondage que nous avons ouvert, en espérant qu'il y ait plus de réponses. On voit que la documentation reste au milieu, au centre. Nous avons également les droits humains, le soutien, l'éducation holistique. On voit la diversité et les droits. Je vois le genre, la diversité. Merci beaucoup pour ces contributions. Vous rappelons que tous les participants peuvent également participer à la mise en œuvre de ces engagements en partageant leurs propres engagements ou en contribuant à ces engagements pris par d'autres parties prenantes. Je voudrais vous remercier tous, les panélistes, les participants.
Encore une fois, nous sommes navrés pour le souci d'accessibilité de Madame Elham, qui a eu des difficultés à rejoindre le webinaire. Je voudrais remercier les organisateurs qui ont fait un travail excellent. Donc, étant donné qu'il y a eu un changement de plateforme, il y a eu des soucis. Mais cela souligne l'importance de l'accessibilité. Si aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir notre modératrice, cela montre bien les soucis d'accessibilité. Je voudrais donc vous remercier encore une fois et j'invite l'assistant au haut commissaire pour les opérations, M. Raouf Mazouf, à donner les remarques de clôture. Merci beaucoup, Ricardo. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants, les panélistes, les facilitateurs et les interprètes. La conversation va contribuer largement à la réunion de haut niveau des officiels. Donc, concernant l'inclusion et l'autonomie, nous avons entendu Madame Alberi et les gouvernements d'accueil du Ghana et du Rwanda, à quel point l'inclusion dans les systèmes d'éducation et l'accès aux moyens de subsistance a permis aux réfugiés de bien vivre et de faire des contributions importantes à leur communauté, même pendant la pandémie. Elle a montré l'importance de l'éducation tertiaire et comment les réfugiés peuvent contribuer aux services de santé nationale. La personne du Ghana a bien montré que la COVID peut être combattue si tout le monde a accès aux services de santé. Elle a également parlé de la vaccination qui est accessible à tous et qui doit être accessible à tous. Madame Angebare du Rwanda a souligné les politiques mises en place par le gouvernement du Rwanda pour l'inclusion au niveau de l'agriculture et des coopératives pour sortir les réfugiés de l'assistance humanitaire. Nous avons également entendu que les donateurs et les autres acteurs peuvent partager la responsabilité en soutenant les gouvernements d'accueil dans la mise en œuvre de leurs engagements pour inclure les réfugiés dans les systèmes nationaux. Nous avons entendu de la part de Madame Daet Wecher qu'il fallait donc mettre l'acquisition des langues au cœur. Nous avons également entendu l'engagement pris dans le domaine de l'éducation. Ce type de soutien montre que le pacte est très pratique et cela peut faire une différence. L'inventaire de cette dernière année montre qu'il y a eu un progrès important dans la mise en œuvre des engagements vers les moyens de subsistance, l'éducation et la santé. Certains manques, cependant, ont émergé de ce processus qui vont nécessiter notre attention pour nous tourner vers le prochain forum mondial. Madame Alberi a souligné l'importance de financer l'éducation à tous les niveaux et assurer l'accès à l'emploi. En ce qui concerne la coexistence pacifique, ceci est critique pour l'autonomie et les solutions pour le long terme, à la fois dans les pays d'accueil et les pays d'origine. Bego Achol, dans son poème, nous a dit de manière très puissante que l'assistance n'est pas suffisante s'il n'y a pas d'espoir ni de paix. Et Peter Barash nous a dit également qu'il ne souhaitait pas rester un réfugié toute sa vie. Nous avons entendu le rôle important que les réfugiés peuvent jouer dans les efforts de consolidation de la paix. Ce sont les mieux placés pour dire leurs besoins, leurs aspirations pour l'avenir et cela doit être pris en compte pour créer des conditions pour une paix sur le long terme. Monsieur Peter Barak a souligné un soutien très concret qui doit être donné aux réfugiés pour s'assurer qu'ils participent aux procédures, que ce soit des billets d'avion, aux arrangements de voyage. Et on a également entendu l'importance de la représentation diverse. Nous avons entendu comment les acteurs confessionnels et les leaders peuvent jouer un rôle important dans l'encouragement de la cohésion sociale. Il nous a rappelé
comment les institutions confessionnelles sont souvent les premiers intervenants dans la réponse avec la réponse spirituelle. Elles demandent plus de collaboration et une dénomination commune pour contrer le déplacement d'une manière holistique. Brian Williams a également parlé du rôle que les coordinateurs peuvent jouer en Afrique s'ils sont soutenus de manière adéquate. Nous avons également entendu comment les initiatives, comme par exemple le Fonds de construction de la paix, peuvent être un mécanisme important pour mobiliser les investissements nécessaires pour renforcer les systèmes nécessaires pour la coexistence pacifique entre les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil. Brian Williams a parlé de beaucoup d'exemples concrets, notamment ce qui est fait au Darfour pour gérer au mieux les litiges fonciers. Il a également donné l'exemple du retour de certaines personnes en RDC et comment l'action et la prévention restent les meilleures actions. Le Forum Aswan est également un exemple fort de comment les efforts multilatéraux sont critiques. Monsieur Mohamed Kandil a fait référence à des ateliers organisés la semaine prochaine, insistant sur l'importance de la dimension du déplacement pour la reconstruction. Il a également insisté sur l'importance de l'action des autorités locales dans la recherche de solutions, ainsi que le fait de s'attaquer aux causes fondamentales. Ce qui concerne la protection, c'est la même conversation que nous avons eue. Afin d'obtenir l'autonomie, les réfugiés doivent avoir accès à la protection. Des cadres de protection permettent l'accès à des opportunités pour l'autonomie. Nous avons entendu de Mme Apajokbia l'importance de travailler à améliorer la collecte de données, l'analyse, l'accessibilité et le fait de désagréger les critères par âge, genre et diversité. Ces données permettent d'informer les programmes pour les groupes qui sont sous-documentés avec des besoins particulièrement aigus. Il est important que les considérations d'âge, de genre et diversité soient intégrées dans les engagements du pacte mondial à travers du contenu inclusif de la part des groupes de population concernés. On a entendu l'importance des approches. Assurer une approche donc basée sur l'âge, le genre et la diversité est de la responsabilité de tous et tout le monde peut avoir un rôle dans cette promotion. Elle nous a dit qu'il y a eu des progrès, mais pas suffisamment. Au niveau du groupe de soutien de capacité d'asile, cela est une grande promesse en tant que dispositif pour faire correspondre les contributions et les engagements. Nous avons entendu qu'il y a eu des impacts positifs de ce mécanisme, en particulier le portail sur les meilleures pratiques et le soutien donné de la France au Niger au niveau de l'asile. Nous espérons que ce modèle pourra inspirer des façons de penser pour avoir une meilleure protection des solutions à travers donc une meilleure correspondance précoce et ciblée. Faire correspondre les engagements de ce groupe de soutien est un moyen efficace de soutenir les États pour renforcer leur système d'asile. Cela permet donc de faire en sorte que le mécanisme atteigne son potentiel complet. Et il faut pour cela que les États et d'autres acteurs s'engagent dans de nouvelles manières de soutenir ce domaine et d'étendre les partenariats, d'amener l'expertise de multiples parties prenantes qui sont engagées dans cette capacité d'asile. Nous avons également entendu donc de la part de Dr. J les résultats d'un événement d'inventaire qui a été réalisé et qui a parlé de la situation après du Covid-19. Elle a parlé du fait qu'il faut décompartimentaliser les choses au niveau de la patrie et que nous tous, donateurs, pays d'accueil, doivent être redevables envers les enfants. Cela inclut intensifier donc l'enregistrement des naissances et la protection des enfants et s'assurer
un meilleur accès des enfants aux systèmes nationaux de protection de l'enfant. Nous devons donc écouter les enfants et vraiment les impliquer dans la mise en œuvre de nos engagements. La redevabilité signifie que nous devons faire en sorte que nos engagements sont adaptés aux enfants et centrés sur les enfants. Pour finir, nous avons entendu Dr Michel Foster sur les résultats de l'apatridie. Effectivement, le pacte reconnaît que l'apatridie est une cause, une conséquence de déplacement. Il a été mentionné que les engagements ne correspondent pas à la magnitude du problème. Malgré ce qui a été fait, il faut intensifier les efforts pour atteindre les efforts ambitieux pour en terminer avec l'apatridie en 2024. Cela inclut des efforts concertés, comme par exemple dans la ratification d'instruments internationaux, le fait de réduire et de supprimer la discrimination dans les lois et les politiques, et de moyens d'action pour prévenir l'apatridie à la suite de la xénophobie, de populisme et de changement climatique. Là-dessus, je voudrais donc en terminer et je vous remercie tous pour vos interventions. Merci. Et pour les commentaires qui ont été faits par les participants. Et je suis heureux de vous inviter à la prochaine table ronde préparatoire pour les solutions le 2 décembre, qui sera dirigée par Madame Gillian Triggs, assistante au commissaire pour la protection.